Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 5 décembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 193 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je veux revenir sur les données économiques pour le Canada. Donc, je vais parler principalement du produit intérieur brut, donc le PIB, et je vais également parler du taux de chômage, autant pour le Canada que pour le Québec. Ensuite, je vais aborder la question de l'état du marché du travail, principalement, encore une fois, pour le Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du marché de l'emploi et également vers où je pense qu'on se dirige de ce côté-là. Et pour terminer, je vais conclure avec les plus récents résultats financiers des banques canadiennes, donc BMO, TD, CIBC, Banque Royale, un peu voir, premièrement, ça ressemblait à quoi les earnings, mais surtout par rapport aux points qui sont ressortis, donc entre autres, les coupures dans les effectifs et les provisions pour mauvaises créances. Donc, on va commencer tout de suite avec les données économiques pour le Canada. Donc, premièrement, on a les chiffres pour la croissance du produit intérieur brut, le PIB. Selon Statistique Canada, en fait, eux autres, ils indiquent que le PIB il s'est contracté de 1,1% au troisième trimestre de 2023. Donc, 1,1% sur un rythme annualisé. Et je vous rappelle que si on regarde les prévisions des économistes de la Banque du Canada, eux autres s'attendaient à une croissance de 0,8%. Donc là, avec une contraction de 1,1%, c'est un ralentissement économique qui est beaucoup plus important que ce à quoi ils s'attendaient. En fait, comme je vous dis, eux autres s'attendaient à une croissance du PIB. Donc, à mon avis, on devrait connaître une autre contraction pour le quatrième et dernier trimestre de 2023, donc qui va terminer en décembre. Et techniquement, ce serait le début d'une récession, parce que la définition même d'une récession, c'est 2 trimestres d'affilée avec une contraction du PIB. Et là, pour ceux qui suivaient quand même relativement bien les données économiques, les premières données par rapport au deuxième trimestre de 2023, c'était une légère contraction, mais Statistique Canada, en fait, a ajusté ces chiffres-là et finalement, on était en croissance. Donc, le troisième trimestre de 2023, c'est réellement le premier trimestre qu'on est en contraction du côté du PIB. Et là, il reste à voir justement le quatrième trimestre pour voir si on tombe en récession technique. Mais comme je l'ai déjà dit, de mon côté, je considère qu'on est déjà dans une récession. C'est-à-dire que je pense pas qu'on a besoin d'être un économiste pour remarquer que l'économie commence déjà à tourner au ralenti. On peut le voir sur un paquet d'aspects. Au niveau de l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du coût d'emprunt, un peu le ressenti au niveau du moins des ménages à faible revenu ou revenu modeste. C'est très difficile. C'est difficile de se loger. Le coût de l'épicerie est vraiment plus élevé. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble, clairement, ça crée un ralentissement du côté de l'économie. Donc, qu'on soit officiellement ou non en récession, je pense qu'on ressent déjà le ralentissement. Et d'ailleurs, la semaine passée, on obtenait les données pour le taux de chômage au Canada et au Québec. Donc, pour le pays, on constate une légère augmentation du taux de chômage, c'est-à-dire qu'on est rendu à 5,8% au Canada. Et en ce qui concerne le taux de chômage au Québec, ça a monté à 5,2%. Et ça, c'est en novembre. Donc, ce qui est quand même une augmentation considérable si on compare au creux record qui était à 3,9% en novembre 2022, donc de l'année passée. On parle d'une hausse de 1,3% en un an. Et l'autre chose qui a attiré mon attention, c'est le nombre d'emplois à temps plein au Québec qui a baissé de 5% depuis 5 mois. Donc ça représente plus de 190 000 emplois à temps plein qui ont été perdus depuis le mois de juillet à travers la province.
Donc, c'est sûr que quand on constate une baisse de 5% pour les emplois à temps plein au Québec, ça nous indique quand même une faiblesse, du moins un début de faiblesse du côté du marché du travail. Et le point par rapport au taux de chômage, c'est que les pertes d'emploi, ça a beaucoup d'impact sur les habitudes de consommation. Parce que logiquement, si tu perds ta job, c'est pas là que tu vas faire des grosses dépenses. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Par contre, il faut aussi savoir qu'une perte d'emploi, ça n'affecte pas seulement la personne qui a perdu sa job. Si ton conjoint, il n'y a plus d'emploi du jour au lendemain, c'est clair que, premièrement, ça affecte les finances du couple, donc ça va affecter ton budget et tes décisions vis-à-vis des dépenses. Puis, on peut également extrapoler, c'est-à-dire que si tu apprends qu'un des membres de ta famille, que ton père, ton cousin, ta mère, ton frère, peu importe, il a perdu sa job, ou un ami, une connaissance, même ton voisin, inconsciemment, ça va affecter ton sentiment de sécurité d'emploi. Puis, si tu es plus insécure, ça pourrait te rendre moins enclin à dépenser. Donc, quand il y a une hausse du taux de chômage, globalement, ça rend les gens plus insécures vis-à-vis leurs revenus, la stabilité de leur salaire, et ça peut rendre le consommateur moyen plus prudent dans ses achats. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il y a environ 60% du PIB du Canada qui provient directement des dépenses des consommateurs. Donc, c'est sûr qu'un ralentissement du côté des habitudes de consommation, ça va affecter négativement l'économie de notre pays. Donc, une hausse du taux de chômage, en plus d'affecter les revenus, en plus de créer des problèmes à court terme, ça crée également un sentiment d'insécurité. Ça rend les gens plus inquiets, du moins plus prudents dans leurs dépenses. Donc, c'est un facteur à ne pas négliger parce que oui, ça affecte la personne qui a perdu sa job, mais je pense que ça affecte également son entourage proche et moins proche. Et la dernière chose par rapport au taux de chômage, c'est que s'il y a une augmentation de ce côté-là, ça va drastiquement changer la dynamique sur le marché du travail. Durant les 3 dernières années, c'était la pénurie de main-d'œuvre, puis les employeurs étaient prêts à tout ou presque pour se trouver des employés. Donc, il y avait des horaires flexibles, du télétravail, des salaires plus compétitifs. Et là, je pense que avec le retour du pendule ou l'ajustement du moins du marché de l'emploi, tout ça, ça va virer de bord d'ici peu si c'est pas déjà commencé maintenant. Parce qu'avec les coupures de coûts puis tous les licenciements de la part des compagnies dans le secteur privé, je pense que ça va devenir très difficile de se trouver un emploi, surtout pour ceux qui sortent de l'école puis qui ont peu ou pas d'expérience de travail. Beaucoup de monde vont passer des semaines, des mois à postuler sur des postes en ligne, à se rendre à des entrevues sans réussir à se ramasser une job. Et je pense que ceux qui vont en écoper le plus, ça va être les nouveaux diplômés parce que tu sors de l'école puis tu te retrouves finalement en compétition directe avec des gens qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience puis que là, ils viennent de se faire congédier avec une vague de licenciements. Et là, c'est sûr que c'est difficile de venir rivaliser avec quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il fait ce que le poste demande. Toi, tu arrives, tu as ton diplôme, t'es fringant, tu viens de sortir de l'école, mais tu n'as pas le know-how de la personne qui a fait ta job pendant des années de temps. Et là, conséquemment à ça aussi, niveau salaire, tu deviens pas trop difficile quand ça fait 3, 4, 5 mois que tu te cherches un emploi. Tu sais, ça va faire en sorte qu'il y a du monde qui vont se contenter d'un poste qui est peut-être moins payant que ce qu'il y avait en tête ou même pour lequel ils sont surqualifiés. Mais tu sais, dans leur tête, c'est ça ou être sur le chômage ou en fait ne pas travailler si tu n'as pas accumulé d'heures pour recevoir tes prestations de chômage. Mais tout ça pour dire que de mon point de vue, ça va être très difficile sur le marché du travail prochainement dû au fait que justement les compagnies vont chercher à réduire leurs coûts d'exploitation, donc réduire le plus possible les coûts de main-d'œuvre.
Donc, il va y avoir des licenciements et là, ça va être vraiment une bataille du côté des personnes, des travailleurs qui offrent leur expertise, leurs compétences. Donc, les compagnies vont avoir le gros bout du bâton, à savoir, parmi l'armée de candidats qui postulent, d'eux autres vont avoir le luxe de choisir ceux qui répondent le plus à leurs besoins et surtout aussi du côté de la négociation du salaire. Si toi, tu ne prends pas le poste, je vais l'offrir à l'autre, puis l'autre va accepter le salaire que toi, tu as refusé. Donc, c'est un peu la dynamique que j'anticipe du côté du marché de l'emploi. Et si on vire ça, puis on regarde du point de vue du client, bien, si vous trouvez que présentement, le secteur de la restauration puis le secteur du commerce de détail, si vous trouvez que c'est understaff, autrement dit, qui manque d'employés, je pense que c'est juste le début. Parce que je le répète, pour essayer de sauver de l'argent, puis essayer de rester profitable, les compagnies vont limiter le plus possible leur main-d'œuvre. C'est un coût important d'engager des salariés. Les salaires, oui, mais tu as toutes les questions aussi des DAS, des assurances, de toutes ces affaires-là. Ça coûte cher engager des employés pour une business. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils vont afficher des postes avec une liste de responsabilités ça de longue que normalement c'est accompli par 2 personnes, sauf que là, la personne qui va se faire engager, elle va se retrouver avec une charge de travail qui va être très lourde et en plus de ça, la rémunération, elle ne suivra pas. C'est pas parce que tu fais un job de 2 personnes que tu vas avoir le double de ton salaire. Donc, c'est un peu ma vision par rapport au marché du travail et à mon avis, présentement, on fait seulement que amorcer la remontée du taux de chômage. Je ne serais pas surpris que d'ici 3-4 mois, on dépasse facilement le 6% de taux de chômage au Québec. Comme je vous dis présentement, on est autour de 5,2. Donc, dans les mois à venir, je pense que le marché de l'emploi va continuer de se dégrader. Je vais maintenant passer aux résultats financiers des banques canadiennes, donc qui ont été dévoilés au courant de la semaine dernière, et sans passer au travers chacun des earnings de chacune des banques, je pense que les 2 points qui sont ressortis des résultats financiers, c'est de 1, les provisions pour mauvaises créances, et de 2, la réduction des effectifs, pour ne pas dire licenciement. Donc, on va commencer avec les provisions. En fait, les banques, ils ont continué de mettre de l'argent de côté en cas de défaut de paiement de la part de leurs clients. Donc, en fait, c'est de l'argent, des réserves qu'ils mettent au cas où que justement, il y a des problématiques au niveau du remboursement de certains prêts. Et pour vous donner des chiffres, on parle de 878 millions de dollars pour la banque TD. Donc ça représente une hausse de 261 millions de dollars par rapport à l'année passée. Donc avec pas loin de 900 millions de dollars de côté, ils en mettent de la réserve. Ils veulent s'assurer d'être padés si jamais il y a un ralentissement et qu'ils commencent à avoir du trouble avec leurs clients. Et sinon, si on regarde pour la Banque Royale, eux autres, leurs provisions sont rendues à 720 millions. Pour la CIBC, ils ont accumulé 541 millions. Et pour finir, il y a la Banque Scotia qui ont mis pas loin de 1,3 milliard de dollars de côté. Donc, je pense que les autres, c'est eux qui gagnent la palme d'or dans les provisions pour mauvaises créances. Donc, tout ça pour dire que les banques s'assurent que si jamais il y a des défauts de paiement, il y ait la capacité, les provisions nécessaires pour survivre à cette transition-là. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens que ça vient quand même sécuriser les actionnaires. C'est juste qu'à court terme, nécessairement, en prenant des millions de dollars et en les mettant de côté, clairement, tu vas affecter la profitabilité de l'entreprise. Donc, au niveau des earnings, au niveau des résultats financiers, c'est moins impressionnant. Mais sur le moyen long terme, c'est sûr que tu viens quand même de padder ton entreprise, ton institution financière face à la récession qu'on peut anticiper. Et le deuxième point, justement, c'est la baisse des effectifs
pour la majorité des banques canadiennes. Donc, par exemple, il y a la Banque TD qui va supprimer pas loin de 3000 emplois. Il y a également la banque CIBC. Eux autres, ils ont déjà coupé 2300 emplois en 2023. Donc, c'est un peu ce que je disais précédemment. Les entreprises, ils cherchent à couper leurs dépenses, à couper leurs coûts d'exploitation. La main-d'œuvre, c'est un des coûts les plus importants des entreprises. Donc, c'est sûr qu'en réduisant le personnel, on vient réduire les dépenses. Donc, c'est une stratégie, en fait, d'être plus pour aider à la profitabilité. Donc, c'est ça qui se passe présentement du côté du secteur bancaire. Et malgré tout ça, quand même, les banques canadiennes ont décidé d'augmenter leurs dividendes trimestriels. Donc ça, c'est les versements à chaque 3 mois qui sont versés aux actionnaires. Et ils ont également pris le temps de souligner la stabilité de leurs finances. Question un peu, encore une fois, de rassurer les actionnaires par rapport au ralentissement économique qu'ils anticipent. Et de mon côté, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un certain temps, vous le savez, je suis actionnaire de la Banque de Montréal depuis avril 2020. Et depuis ce temps-là, BMO, c'est devenu ma deuxième plus grosse position sur le marché canadien. Donc, pour un titre qui est coté sur le TSX. Et ça, c'est tout de suite après Alimentation Couche-Tard. C'est sûr que ces deux titres-là, c'est des petites positions comparativement à mes grosses positions dans Microsoft, Meta, Netflix et compagnie, mais reste que du côté canadien, c'est mes plus grosses positions. Et au prix actuel pour BMO, on parle quand même d'un rendement annuel des dividendes de 5,3%. Et si je regarde le graphique de BMO, le prix de l'action, il semble également amorcer un momentum haussier. D'ailleurs, si on reste sur ce sujet-là, si on regarde les entreprises qui sont cotées sur le TSX, donc la bourse de Toronto, il y a aussi les actions de TELUS qui sont à surveiller parce que le prix de l'action vient tout juste de traverser sa moyenne mobile sur 200 périodes. Donc, on peut s'attendre à un fort mouvement haussier pour TELUS. Donc, de mon côté, je suis déjà actionnaire de TELUS. Même chose pour BMO, mais je pense que pour ces deux titres-là, il y a un beau momentum, une tendance haussière qui commence à s'établir. Et pour finir sur le sujet de la bourse, ben vous le savez, le mois de novembre, ça a été un mois incroyable pour les marchés boursiers, autant US que canadiens. Et au fait, c'était un des meilleurs mois au niveau de la performance de l'indice S&P 500. Juste au mois de novembre, le S&P 500 il a grimpé d'environ 9%. Donc, comme je vous dis, c'est un rendement incroyable pour un seul mois. Et à noter également que le prix de l'or, il a battu son record historique. Le gold qui a dépassé 2100 $ US l'once au courant de la semaine passée. Et la dernière fois que l'or a monté à ces niveaux-là, c'était durant la pandémie en 2020. Et là, comme je vous dis, l'or a dépassé ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu à la baisse, mais reste qu'on est au-dessus du 2000 $ US l'once pour le gold. Sinon, du côté de la crypto-monnaie, il y a également le Bitcoin qui est remonté au-dessus de 40 000 $ US. L'optimisme de ce côté-là, c'est lié évidemment à la possibilité d'un FNB spot Bitcoin, donc un FNB qui serait potentiellement approuvé par la SEC. Et il y a également l'anticipation que la Fed devrait bientôt redescendre son taux directeur. Comme je vous dis, ça reste un actif similaire au titre technologique à l'intérieur du Nasdaq. Donc, il y a une certaine corrélation entre l'indice Nasdaq et le Bitcoin. Donc, quand il y a un optimisme de ce côté-là, souvent, les deux vont afficher une belle croissance. Mais je veux quand même faire un petit bémol par rapport à justement cet optimisme-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit avant, je pense qu'aux États-Unis, on est encore loin d'une baisse des taux d'intérêt. Même si le taux d'inflation il a ralenti, je serais surpris de voir la Fed
réduire son taux directeur au courant des prochains mois. D'ailleurs, à ce sujet-là, demain, ça va être l'annonce de la décision de la Banque du Canada vis-à-vis la politique monétaire. Donc, de mon côté, avec les plus récentes données économiques qu'on a, je pense que la Banque du Canada ne va pas changer son taux directeur. Ça va être maintenu à 5%. Et d'ailleurs, pour rester sur la thématique de la politique monétaire, je vois pas pourquoi tout le monde s'excite avec la diminution des taux d'intérêt en 2024. De un, je pense pas que ça va être une baisse significative du taux directeur. Si tu compares avec les 10-15 dernières années, on va rester avec des taux d'intérêt plus élevés que historiquement. Et de deux, si jamais les banques centrales décident de les baisser, les taux d'intérêt, c'est parce que l'économie est en très mauvaise posture, autant au Canada qu'aux États-Unis. Dans le fond, dites-vous que si la Banque du Canada elle décide de couper les taux d'intérêt, c'est parce que le taux de chômage il a jumpé, puis que là, ils se rendent compte que, oups, le pays est en train de plonger dans une récession économique. Et dans ce contexte-là, même si le taux directeur au Canada baisse de 1% ou 1,5% ou peut-être même 2%, ben, il n'y a rien de réjouissant là-dedans. C'est-à-dire que si la politique monétaire est moins restrictive, c'est parce que la Banque du Canada essaie de stimuler l'économie. Puis si elle fait ça malgré le taux d'inflation qu'on a connu, c'est parce que ça va très mal. Donc, rendu là, si le taux directeur baisse de 1,5%, mais que tu perds ta job, la picture n'est pas réellement mieux. Donc, des fois, on focalise sur yes sir, la Banque du Canada va baisser ses taux d'intérêt, fait que ça va coûter moins cher avoir les taux hypothécaires vont baisser, puis les taux d'intérêt sur les marges de crédit aussi, puis les prêts auto, tout ça. Mais si jamais ça se concrétise, il faut comprendre le pourquoi de ça et les conséquences qui vont venir avec. Un taux de chômage super élevé, c'est beaucoup plus dommageable pour les ménages dans l'ensemble que des taux d'intérêt plus élevés. Oui, des taux d'intérêt plus élevés, ça met une pression sur les finances, mais un marché de l'emploi qui est en mauvaise posture, puis que des ménages se retrouvent avec un seul emploi ou avec un nombre d'heures limité ou avec une job moins payante, c'est encore bien pire que des taux d'intérêt plus élevés. Du moins, c'est mon opinion. Donc, c'est sûr que de mon côté, je suis un petit peu moins optimiste que le marché semble l'être. J'ai de la difficulté à comprendre comment les investisseurs voient l'avenir. On dirait que de mon côté, si je regarde les vagues de licenciements, le taux de chômage, le nombre d'emplois à temps plein, la contraction du PIB, tout semble m'indiquer qu'on se dirige vers une période plus difficile, plus précaire. Donc, c'est sûr que je ne suis pas très optimiste à l'idée que, yes sir, la Banque du Canada baisse son taux directeur de 50 points de base. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient les conséquences du pourquoi la Banque du Canada ferait ça. Donc, encore une fois, je vais prendre le temps de vous partager ma vision de l'économie canadienne. C'est juste que je trouve que dans les autres médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux, l'information est là, mais c'est un petit peu disparate, tandis que si tu regroupes toute l'information en même place, tu observes les licenciements, le taux de chômage, le PIB. Si tu rassembles tout ça ensemble, c'est là que tu as une picture un peu plus globale de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est un peu l'objectif du podcast, d'aller chercher un paquet d'informations. Et les résultats financiers des banques, c'est quand même lié avec l'économie du Canada. Donc, tu peux te fier un peu à leur comportement pour anticiper le futur. Et là, comme je vous dis, on est dans des périodes de coupure d'effectifs puis d'augmentation de provisions pour mauvaises créances. On s'entend-tu que les banques, c'est pas mal eux qui sont dans meilleure posture pour prendre le pouls des consommateurs puis de la santé financière des entreprises. Je veux dire, ils ont littéralement leur compte de banque d'en face, leur niveau d'endettement, les prêts, les marges, etc. Donc, ils sont en mesure de voir si la solidité financière est là ou pas.
Et là, ce que ça nous indique, c'est que les banques sont très prudentes pour l'année à venir. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. J'espère que vous appréciez le podcast. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un avis sur Apple Podcasts, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, AlexTraders360. C'est là-dessus que je partage des stories sur les résultats financiers, les données économiques, des articles que je trouve intéressants, que ce soit avec la presse ou le Journal de Montréal. Donc, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.